Repas de famille. Ma sœur ricane, sans son argent, personne ne l'aimerait. Je lève mon verre, parfait. C'est fini. Un clic sur l'appli bancaire. 5 minutes plus tard. Elle devient livide. Maman hurle de panique. Je m'appelle Blandine, j'ai 33 ans, et jusqu'à ce fameux dimanche soir pluvieux à Besançon, j'étais ce qu'on appelle une bonne poire. Vous savez, cette personne dans la famille qui ne fait jamais de vagues, qui arrive toujours avec des cadeaux, qui règle les problèmes des autres en silence et qui, en retour, reçoit à peine un merci distrait. Ce soir-là, nous étions tous entassés autour de la table en chêne massif chez mon grand-père, Papy Raymond. L'odeur du pot-au-feu mijoté emplissait la pièce, une odeur qui aurait dû être réconfortante, mais qui me donnait la nausée. Ma sœur aînée, Magali, 37 ans, trônait en bout de table comme une reine en exil. Elle venait de terminer une longue tirade sur ses dernières vacances imaginaires, ou du moins, des vacances qu'elle ne pouvait pas se payer mais qu'elle prévoyait quand même. Elle portait un nouveau chemisier en soie, sans doute hors de prix, alors que je portais le même pull en laine depuis 3 hivers. Je travaillais comme technicienne en contrôle qualité dans une horlogerie de précision. Un travail minutieux, fatigant pour les yeux, qui demandait une concentration totale. Magali, elle, travaillait à temps partiel dans une boutique de cosmétiques, mais à l'entendre, elle gérait un empire. Le conflit a commencé de manière banale. Magali s'est tournée vers moi, sa fourchette suspendue en l'air, et a dit d'un ton traînant. Au fait, Blandine, mardi prochain, tu devras aller chercher Léo et Chloé à l'école et les emmener au judo. J'ai mon rendez-vous pour mes ongles, c'est impossible de le déplacer. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Comme toujours. J'ai posé mon verre d'eau doucement. Je ne peux pas, Magali. On est en pleine période de livraison à l'usine, je finis à 19h toute la semaine. Le silence est tombé sur la table. Ma mère, Liliane, qui servait la viande, s'est figée. Magali a laissé tomber sa fourchette avec un bruit métallique agressif. Elle a levé les yeux au ciel, un geste théâtral qu'elle maîtrisait depuis l'adolescence. Tu ne peux pas, a-t-elle répété, un sourire méprisant aux lèvres. Elle s'est tournée vers notre mère pour la prendre à témoin. Tu entends ça, maman? Elle ne peut pas. Madame est trop occupée avec ses petites montres. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux, et c'est laquelle a prononcé la phrase de trop. Celle qui a fait basculer ma vie. Elle a ricané, un petit son sec et cruel. Tu sais, maman, je crois que certaines personnes inventent des excuses pour se donner de l'importance. Au fond, elles savent qu'elles n'ont rien d'autre. Certains paient juste pour se sentir utiles, pour se sentir aimés, même quand il est clair que sans leur carnet de chèques, ils ne sont rien. Maman a ri. Un petit rire complice, léger, mais qui m'a transpercé le cœur comme une lame de glace. Oh, ne sois pas méchante, Magali. Elle est seule, elle essaie de participer à sa façon. J'ai senti le sang quitter mon visage. Toutes ces années. Tous ces virements bancaires mensuels de 750 € pour payer l'école privée Saint-François de mes neveux. Les courses que je déposais discrètement devant leur porte. Les factures d'électricité que je réglais quand Magali pleurait au téléphone. Tout cela n'était pour eux qu'une taxe que je payais pour avoir le droit d'être assise à cette table. J'étais un distributeur automatique avec un cœur qui battait. J'ai regardé mon grand-père, Papy Raymond. Il avait la tête baissée sur son assiette, ses mains tremblant légèrement. Il avait honte. Pour elle. Pour moi. Alors, une calme étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. J'ai souri. Un vrai sourire, large et froid. J'ai levé mon verre de vin bon marché. Parfait, ai-je dit d'une voix douce qui a fait taire le bruit des couverts. Tu as tout à fait raison, Magali. Si je paie pour me sentir aimée, alors c'est un très mauvais investissement. Donc, je ne suis plus nécessaire. J'ai posé le verre. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Maman a froncé les sourcils, ne comprenant pas ce que je faisais. J'ai ouvert mon application bancaire. Face ID a validé mon visage. J'ai navigué vers l'onglet « Virement permanent ». Là, il y avait la ligne « École Saint-François, frais scolarité Léo et Chloé ». J'ai appuyé sur « Supprimer ». L'application m'a demandé une confirmation. Voulez-vous vraiment supprimer ce virement récurrent? J'ai appuyé sur « Oui ».
Puis, je suis allé dans mes bénéficiaires enregistrés. J'ai sélectionné le compte courant de Magali, vers lequel je virais souvent des aides ponctuelles. Supprimer. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face cachée sur la nappe blanche. Voilà, ai-je dit. C'est fait. Avant de vous raconter la suite et comment ce simple geste a déclenché une guerre nucléaire au sein de ma propre famille, dites-moi une chose en commentaire. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et depuis quelle ville ou quel pays suivez-vous cette histoire? Je suis curieuse de voir jusqu'où mon histoire va voyager. Le silence a duré environ 3 minutes. Maman a essayé de relancer la conversation sur la météo, nerveuse. Magali a repris une bouchée de pommes de terre, l'air triomphant, pensant m'avoir cloué le bec. Puis, le téléphone de Magali, posé près de son assiette, a émis un son distinctif. Le digne d'une notification bancaire. Elle a jeté un coup d'œil nonchalant à l'écran. Et là, le temps s'est arrêté. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. La fourchette est retombée pour la seconde fois. Elle a fixé l'écran, a fait défiler avec son doigt frénétiquement, puis a relevé vers moi des yeux remplis d'une terreur pure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle chuchoté. L'atmosphère dans la salle à manger a changé instantanément. La chaleur du repas a disparu, remplacée par un froid polaire. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé Magali, sa voix montant de 2 octaves, brisant le décorum du dimanche midi. Elle a brandi son téléphone vers moi comme une arme. J'ai reçu une alerte de découvert. Le chèque de cantine que j'ai fait vendredi, il vient d'être rejeté. Et le virement pour l'école, l'application dit qu'il a été annulé par l'émetteur. Je me suis adossée à ma chaise, croisant les bras. Oui. C'est exact. Maman, Liliane, a lâché la louche qu'elle tenait encore. Elle est devenue pâle, ses lèvres pincées formant une ligne blanche. Blandine, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Remets ça tout de suite. Tu sais très bien que ta sœur est un peu juste ce mois-ci. Un peu juste, ai-je répété calmement. Maman, elle porte un chemisier qui coûte la moitié de mon loyer. Elle vient de nous raconter qu'elle prévoit de changer de voiture. Si elle a les moyens pour tout ça, elle a certainement les moyens de payer l'école de ses propres enfants. C'est pour les enfants, a crié Magali, les larmes commençant à monter, des larmes de rage, pas de tristesse. Tu punis mes enfants parce que tu es jalouse. Tu es une égoïste, une vieille fille aigrie. Attention aux mots que tu utilises, Magali, dis-je en me levant. Mes jambes tremblaient un peu, mais ma voix restait stable. Tu as dit que je payais pour me sentir utile. J'ai réalisé que tu avais raison. Je n'ai pas besoin de me sentir utile. J'ai besoin de me sentir respectée. Et comme ce n'est pas le cas ici, je garde mon argent. Je me suis tournée vers Papy Raymond. Il me regardait avec une intensité que je ne lui connaissais pas. Il n'a rien dit, mais il a imperceptiblement hoché la tête. Un minuscule signe d'approbation qui m'a donné la force de faire le pas suivant. Je m'en vais, ai-je annoncé. Tu ne sortiras pas de cette pièce avant d'avoir remis le virement, a éructé maman, se levant à son tour, menaçante. Tu vas mettre ta sœur dans la merde. L'école ne rigole pas avec les retards. Alors peut-être que Magali devrait arrêter de rigoler avec mon argent, ai-je rétorqué. J'ai pris mon sac, mon manteau, et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, c'était le chaos. J'entendais Magali pleurer bruyamment, maman crier mon nom, et le bruit d'une chaise renversée. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la pluie fine de Besançon tombait sur le pavé gris. L'air frais m'a frappé le visage, et j'ai pris une immense inspiration. C'était la première fois depuis des années que je respirais vraiment. Je suis montée dans ma petite Twingo d'occasion, celle dont Magali se moquait toujours parce qu'elle n'avait pas la climatisation automatique. J'ai démarré, les mains crispées sur le volant. Pendant le trajet vers mon appartement, l'adrénaline a commencé à retomber, laissant place à une terreur sourde. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais déclaré la guerre. Ma famille, c'était tout ce qu'il me restait depuis la mort de papa, 4 ans plus tôt. Étais-je prête à être totalement seule? Mon téléphone, posé sur le siège passager, s'est allumé. 1 fois. 2 fois. 10 fois. L'écran affichait « Maman » en boucle. Je ne répondais pas. Puis des messages ont commencé à affluer. Des pavés de texte.
Je suis arrivée chez moi, dans mon 2 pièces propres mais modeste. J'ai verrouillé la porte à double tour, comme si cela pouvait empêcher leur colère d'entrer. Je me suis assise sur mon canapé usé, et j'ai regardé le plafond. Le silence dans mon appartement était différent ce soir-là. D'habitude, c'était un silence de solitude. Ce soir, c'était le silence de l'attente. Comme le calme avant un tsunami. Je n'avais pas idée de la violence de la vague qui allait me frapper. Je pensais que c'était juste une dispute d'argent. Je ne savais pas que je venais d'ouvrir la boîte de Pandore qui cachait les secrets les plus sombres de notre famille. Mon téléphone a vibré une nouvelle fois. Un message vocal de maman. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. Sa voix, déformée par la colère, a rempli mon salon. Tu as intérêt à répondre, Blandine. Si tu ne règles pas ça avant demain matin, tu vas regretter d'être née. Ton père doit se retourner dans sa tombe de voir sa fille devenir un monstre pareil. Le monstre. C'était moi. Du moins, c'est ce qu'elle voulait me faire croire. J'ai écouté ce message vocal 3 fois. Ton père doit se retourner dans sa tombe. C'était leur arme favorite. L'arme nucléaire émotionnelle. Il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Comment une femme de 33 ans, financièrement indépendante, se retrouve à payer 750 € par mois, soit un tiers de mon salaire net pour des enfants qui ne sont pas les siens. Tout a commencé il y a 4 ans, juste après les funérailles de papa. Il était le seul dans cette famille qui me voyait vraiment. Maman a toujours eu une préférence marquée pour Magali. Magali était la jolie, l'extravertie, celle qui réussirait. Moi, j'étais la studieuse, la discrète, la fourmi, laborieuse. Quand papa est mort d'une crise cardiaque brutale, le monde s'est effondré. Maman était dévastée, ou du moins, elle jouait le rôle de la veuve éplorée à la perfection. Une semaine après l'enterrement, elle nous a réunis dans le salon. Nous ne sommes plus que 3 femmes maintenant, avait-elle dit en nous tenant les mains. Nous devons nous serrer les coudes. Magali traverse une période difficile avec son divorce, et moi, avec la perte de la pension de votre père. Blandine, tu es la seule qui a une situation stable. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant. Tu as moins de charges. C'était insidieux. Présenté comme une évidence. J'étais la célibataire sans vie, donc mes ressources étaient disponibles pour le bien commun. Magali venait de se séparer de son mari, un type bien mais qui ne supportait plus ses caprices. Elle voulait absolument maintenir ses enfants à l'école privée Saint-François, une institution catholique huppée de Besançon, pour ne pas les perturber. Juste pour quelques mois, Blandine m'avait supplié Magali en pleurant. Le temps que je retombe sur mes pieds. Si je les change d'école maintenant, ils vont être traumatisés. Fais-le pour eux, pas pour moi. J'ai dit oui. J'ai toujours dit oui. J'avais peur de perdre le peu d'amour maternel qu'il me restait. J'ai mis en place le virement permanent. Les « quelques mois » sont devenus 1 an. Puis 2. Puis 3. Entre-temps, j'ai vu Magali changer de garde-robe à chaque saison. Je l'ai vue partir en week-end à Nice avec ses copines. Je l'ai vue refaire sa décoration. À chaque fois que j'osais aborder le sujet de l'argent, maman intervenait. « Oh, laisse-la vivre un peu, la pauvre chérie, elle a tellement souffert avec son divorce. Toi, tu n'as pas besoin de tout ça, tu es casanière. » J'ai commencé à me priver. Je n'ai pas pris de vacances depuis 3 ans. Je fais mes courses chez Lidl en comptant chaque centime. J'ai repoussé mes soins dentaires. Tout ça pour que ma nièce et mon neveu puissent porter l'uniforme bleu marine de Saint-François et que ma sœur puisse jouer à la grande dame. Et ce soir, en me traitant de personne qui paie pour être aimée, Magali avait brisé le charme. Elle avait dit la vérité toute nue. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait mon utilité. Je me suis levée du canapé et je suis allée dans ma chambre. Sur ma table de nuit, il y avait une photo de papa et moi, prise lors de ma remise de diplôme en horlogerie. Il souriait. Il avait l'air fier. Désolé, papa, ai-je chuchoté à la photo. Mais je ne peux plus être leur vache à lait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de Serge, mon beau-père. Maman s'est remariée 2 ans après la mort de papa, très vite, avec un homme effacé qui obéit à tous ses ordres. Blandine, ta mère fait de l'hypertension à cause de toi. Sois raisonnable.
Rétablis le virement. On discutera calmement le week-end prochain. Ne gâche pas tout pour une histoire d'orgueil. De l'orgueil? Ils appelaient ma dignité de l'orgueil. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de passer une nuit sans être joignable. J'ai pris un somnifère léger, car je savais que sans cela, je ne dormirais pas. Mais avant de sombrer dans le sommeil, une pensée m'a traversé. Une pensée sombre. Si elle réagissait aussi violemment pour 750 €, qu'est-ce qu'elle cachait d'autre? Pourquoi cette panique absolue, comme si leur vie en dépendait? Magali recevait une pension alimentaire de son ex-mari. Elle avait un salaire, même modeste. Pourquoi l'arrêt de mon aide provoquait-il une telle catastrophe immédiate? Il y avait quelque chose qui clochait. Une pièce du puzzle manquait. Maintenant, je vous pose la question. À ma place, auriez-vous continué à payer par peur de briser la famille? Ou auriez-vous coupé les ponts plus tôt? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, je lis tout. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la nausée, mais aussi avec une détermination nouvelle. Je ne savais pas encore que la journée qui m'attendait allait être l'une des plus humiliantes de ma carrière. Magali n'avait pas dit son dernier mot. Elle préparait une contre-attaque et elle allait frapper là où ça faisait le plus mal, sur mon lieu de travail. Lundi matin. L'atelier d'horlogerie où je travaille est un sanctuaire de silence et de concentration. Ici, le temps ne se mesure pas en heures, mais en microsecondes. L'air est filtré, la lumière est blanche et crue. Nous portons des blouses antistatiques, des gants et des loupes fixées à l'œil. C'est un monde d'ordre et de rigueur qui me rassure. J'étais penché sur le mécanisme complexe d'un chronographe automatique, essayant de calmer le tremblement de mes mains, quand l'interphone de mon poste a sonné. Blandine? C'est l'accueil. Il y a ta sœur ici. Elle insiste pour te voir. Elle dit que c'est une urgence familiale vitale. Mon cœur a raté un battement. Magali, ici? Elle n'était jamais venue à mon travail. Elle détestait la zone industrielle, disait que ça sentait l'ouvrier. Dis-lui que je travaille, je ne peux pas descendre, ai-je répondu, la gorge sèche. Écoute, elle est avec les enfants. Et elle crie. Tout le monde regarde. S'il te plaît, descends avant que la sécurité n'intervienne. J'ai fermé les yeux un instant. Elle avait osé. Elle avait amené les enfants. J'ai ôté mes gants, ma loupe, et je suis sortie de la zone stérile. En marchant vers le hall d'accueil, j'entendais déjà sa voix. Je veux voir ma sœur. C'est inadmissible. Elle met ses propres neveux à la rue. Quand je suis arrivée dans le hall vitré, la scène était cauchemardesque. Magali était là, habillée comme pour un défilé, tenant Léo, 7 ans, et Chloé, 5 ans, par la main. Les pauvres petits avaient l'air terrifiés, leur sac d'école sur le dos. Ils auraient dû être en classe à cette heure-ci. Plusieurs collègues, qui passaient par là pour leur pause café, s'étaient arrêtés, gênés. La réceptionniste me regardait avec pitié. « Magali, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je sifflé en m'approchant. « Pourquoi les enfants ne sont pas à l'école ?» Elle s'est tournée vers moi, théâtrale. « Parce qu'on n'a plus les moyens d'y aller », a-t-elle hurlé pour que tout le hall l'entende. Parce que leur tante Blandine a décidé de couper les vivres sans prévenir. Regardez-la. Elle gagne des fortunes à fabriquer des montres de luxe, mais elle laisse sa sœur et ses neveux mourir de faim. Les enfants ont commencé à pleurer. Chloé s'est accrochée à ma jambe. « Tata, pourquoi tu es méchante avec maman ?» Cette phrase. C'était un poignard. Magali les avait briefés. Elle avait utilisé ses propres enfants comme boucliers humains et comme armes psychologiques. Quelque chose s'est brisé en moi. La honte a laissé place à une colère froide, une rage que je ne soupçonnais pas. J'ai doucement détaché les bras de Chloé de ma jambe. Je me suis accroupie à sa hauteur. Chérie, Tata n'est pas méchante. Tata t'aime. Mais c'est aux parents de payer l'école, pas aux Tata. Je me suis relevée et j'ai fait face à Magali. J'ai parlé fort, pour que mes collègues entendent aussi ma version. Arrête ton cinéma, Magali. Tu portes un sac Louis Vuitton qui vaut 1500 €. Tes ongles sont faits, tu as des mèches neuves chez le coiffeur. Tu touches une pension alimentaire de ton ex-mari.
Ne viens pas ici, sur mon lieu de travail, jouer à la miséreuse. Magali a écarquillé les yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je riposte publiquement. Elle pensait que j'allais m'écraser pour éviter le scandale, que je sortirais mon chéquier pour la faire taire. Comment oses-tu? A-t-elle balbutié. Non, comment oses-tu, Théoï? Je l'ai pointé du doigt. J'ai payé l'école pendant 3 ans. C'est fini. Si tu ne peux pas payer l'école privée, mets-les à l'école publique. C'est gratuit et c'est très bien. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la police pour trouble à l'ordre public. Le chef de la sécurité s'approchait, l'air sévère. Magali a vu qu'elle avait perdu le public. Mes collègues ne la regardaient plus avec pitié, mais avec dégoût. Elle a attrapé violemment la main de Léo. On s'en va. Tu vas le payer, Blandine. Tu vas finir seule et personne ne viendra à ton enterrement. Elle est sortie en trombe, les talons claquant sur le carrelage, traînant les enfants en pleurs derrière elle. Je suis restée là, au milieu du hall, tremblante de tous mes membres. Mes collègues m'ont entourée. Une main s'est posée sur mon épaule. C'était Pierre, un technicien senior. Ça va, Blandine? On a compris, t'inquiète pas. C'est une folle. Je suis remontée à mon poste, mais je n'ai pas pu travailler. Mes mains tremblaient trop. J'ai dû prendre mon après-midi. En rentrant chez moi, je pensais que le pire était passé. Je me trompais. Magali avait échoué avec l'attaque frontale, alors elle est passée à la guerre de désinformation. Et ce que j'allais découvrir dans ma boîte mail allait me prouver à quel point elle était manipulatrice. L'après-midi même, alors que j'essayais de calmer mes nerfs avec une tisane, une notification est apparue sur mon téléphone. Un email. L'expéditeur, direction école Saint-François. Mon estomac s'est noué. Comme j'étais celle qui payait depuis 3 ans, mon adresse email était enregistrée comme contact financier principal, même si je n'étais pas le tuteur légal. J'ai ouvert le mail, craignant une réclamation de paiement. Ce que j'ai lu était bien pire. C'était une lettre polie mais ferme du directeur. Madame, nous faisons suite à l'appel de Madame Magali V ce matin. Nous comprenons que votre situation financière personnelle a subi un revers soudain et dramatique, perte d'emploi, comme indiqué par la mère des élèves, ce qui vous empêche de poursuivre le parrainage des frais de scolarité de Léo et Chloé. Nous sommes désolés de cette nouvelle. Cependant, les frais du trimestre en cours restent dus. J'ai dû relire la phrase 2 fois. Perte d'emploi. Magali avait appelé l'école. Elle n'avait pas dit « ma sœur ne veut plus payer ». Elle avait dit « ma sœur a perdu son travail et est ruinée ». Elle avait menti pour sauver sa face. Elle ne pouvait pas admettre qu'elle ne voulait pas payer. Elle préférait me peindre comme une victime économique, une faillie, pour que l'école ait pitié d'eux et peut-être leur accorde une bourse ou un délai. Pire, elle avait sali ma réputation professionnelle auprès d'une institution de la ville où tout se sait. Besançon est une petite ville. Les rumeurs vont vite. La colère froide qui m'avait habité le matin s'est transformée en une détermination glaciale. J'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé sans hésiter, mes doigts volants sur le clavier. Monsieur le directeur, je tiens à rectifier les faits. Je n'ai pas perdu mon emploi. Ma situation financière est excellente. J'ai simplement décidé de cesser de subventionner ma sœur, qui a parfaitement les moyens d'assumer ses responsabilités parentales. Le non-paiement n'est pas dû à mon insolvabilité, mais à son refus de payer. Je ne suis plus responsable de ces factures. Veuillez vous adresser directement aux parents légaux. Cordialement, Blandine. J'ai appuyé sur « Envoyer » avec une satisfaction sombre. Je venais de couper son dernier filet de sécurité, son dernier mensonge. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était l'ex-mari de Magali, Stéphane. Un homme gentil, que Magali avait quitté parce qu'elle le trouvait trop mou. Blandine. Sa voix était hésitante. J'ai reçu une copie d'un mail de l'école. Je ne comprends pas. Magali m'a toujours dit que tu insistais pour payer l'école, que c'était ton cadeau pour les enfants. Elle m'a dit que l'argent de la pension alimentaire que je verse servait aux activités extrascolaires et aux vêtements. J'ai failli lâcher mon téléphone. Quoi? Stéphane, la pension que tu verses, c'est combien?
400 € par enfant. 800 € par mois. J'ai fait le calcul rapide. 800 € de Stéphane plus 750 € de ma part égale 1550 € par mois pour 2 enfants. C'était énorme. Les frais de scolarité n'étaient que de 750. Stéphane, ai-je dit doucement. Je payais l'école directement. Intégralement. Si tu lui versais 800 € pour ça, alors elle a empoché cet argent pour elle. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis un juron étouffé. Cette garce. Elle m'a dit que l'école avait augmenté, qu'il fallait des uniformes neufs. Je me suis privée pour verser ça. Blandine, je suis désolée. Je ne savais pas, je sais, Stéphane. Maintenant tu sais. Nous avons raccroché. J'ai réalisé l'ampleur de l'arnaque. Magali ne se contentait pas de profiter de moi. Elle profitait de tout le monde. Elle avait monté un système financier complexe basé sur le mensonge, où l'argent des autres finançait son train de vie de princesse. Et moi, j'avais été la clé de voûte de ce système. En me retirant, j'avais fait effondrer tout le château de cartes. Ce soir-là, je me sentais épuisée mais plus légère. Je pensais avoir touché le fond des révélations. Mais le lendemain, un allié inattendu allait entrer en scène pour me montrer que le trou du lapin était bien plus profond que je ne le pensais. Le mercredi soir, j'ai décidé de rendre visite à la seule personne de ma famille qui ne m'avait pas envoyé de message de haine, mon grand-père, Papy Raymond. Il vivait seul dans sa petite maison en pierre à la périphérie de Besançon, entouré de son jardin potager qu'il chérissait plus que tout. J'avais peur d'y aller. Peur qu'il me juge. Peur qu'il pense que j'avais brisé la famille. Dans notre culture, les anciens sont sacrés, et l'unité familiale est une valeur absolue. Quand je suis arrivée, il était assis sur son fauteuil en velours vert, écoutant la radio. Il m'a vu entrer, a éteint le poste et m'a fait signe d'approcher. « Assieds-toi, ma petite », a-t-il dit de sa voix rocailleuse. Je me suis assise sur le pouf à ses pieds, comme quand j'étais enfant. « Papy, je suis désolée pour le scandale dimanche. Je ne voulais pas gâcher ton repas. » Il a soupiré, posant sa main ridée sur ma tête. « Tu n'as rien gâché, Blandine. Tu as juste allumé la lumière dans une pièce sale. Et les cafards n'aiment pas la lumière. » J'ai levé les yeux, surprise par la dureté de ses mots envers sa propre fille et sa petite-fille préférée. « Tu sais, » a-t-il continué, « j'ai vu comment ta mère te traite depuis la mort de ton père. Et comment Magali t'utilise. J'ai voulu intervenir, mais je suis vieux, et ta mère, elle a un caractère impossible. Mais dimanche, quand tu as levé ce verre, j'ai vu ton père en toi. Il avait cette même dignité quand on essayait de l'arnaquer. Il a fouillé dans la poche de son gilet en laine et en a sorti un petit carnet rouge. Un vieux livret d'épargne de la caisse d'épargne. Tiens. Prends ça. J'ai ouvert le livret. Il y avait environ 8000 € dessus. Pour un retraité modeste comme lui, c'était une fortune. Papy, non. Je ne peux pas prendre ton argent. Ce n'est pas pour payer l'école de ces gamins gâtés, a-t-il grommelé. C'est pour toi. Je veux que tu prennes cet argent et que tu partes en voyage. Va voir l'Italie ou le Japon, ce pays dont tu parles toujours pour les montres. Loin d'elle. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas l'argent qui me touchait, c'était le geste. C'était la reconnaissance. Quelqu'un voyait enfin que j'existais pour moi-même, et pas pour ce que je pouvais donner. Je ne prendrai pas ton argent, papy, je gagne bien ma vie, ai-je dit doucement en refermant sa main sur le carnet. Mais merci. Merci de m'aimer pour moi. Il m'a regardé gravement. Écoute-moi bien, Blandine. Ta mère et ta sœur, elles ont un trou dans le cœur qu'aucun argent ne pourra jamais combler. Ne les laisse pas te jeter dedans pour essayer de le remplir. Nous sommes restés là un long moment, dans le silence confortable de sa maison. En partant, il m'a glissé une dernière phrase, mystérieuse. Si ta tante Jocelyne t'appelle, écoute-la. Elle sait des choses que j'ai promises de taire, mais elle n'a rien promis. Tante Jocelyne? La sœur de papa? Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle et maman se détestaient cordialement. Maman disait toujours que Jocelyne était une fouine. Je suis rentrée chez moi avec cette phrase en tête.
Pourquoi Jocelyne m'appellerait-elle maintenant? Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain soir, alors que je sortais de la douche, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, indicatif de Lyon. J'ai décroché. Blandine? C'est tata Jocelyne. Ne raccroche pas. Il faut qu'on se voie. C'est à propos de l'héritage de ton père. Le mot héritage a fait tinter une alarme dans ma tête. Quel héritage? Il n'y avait rien eu, à part quelques meubles et des dettes, c'est ce que maman avait dit. Il n'y a pas d'héritage, tata, ai-je répondu, lasse. Papa n'avait rien. C'est ce qu'elles t'ont fait croire, a dit Jocelyne d'une voix tremblante de colère contenue. Je viens de retrouver les papiers. Blandine, elles t'ont volé. Et pas qu'un peu. Le rendez-vous a été fixé pour le samedi matin, dans un café anonyme à la sortie de Besançon, loin des endroits où Magali ou maman pourraient nous voir. Je suis arrivée en avance, le cœur battant la chamade. Tante Jocelyne était déjà là, assise dans un coin sombre, une grande enveloppe Kraft posée devant elle. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient gris, mais ses yeux avaient la même lueur vive que ceux de papa. Elle ne m'a pas embrassée. Elle m'a serré la main fermement, comme on le fait avant une bataille. Merci d'être venue, Blandine. Commande un café fort. Tu vas en avoir besoin. Une fois servie, elle a posé sa main sur l'enveloppe. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dimanche, a-t-elle commencé. Papy Raymond m'a appelé. Il m'a dit que tu avais enfin coupé le cordon financier. Ça m'a décidé à parler. J'aurais dû le faire il y a 4 ans, mais j'avais peur de détruire le peu de famille qu'il te restait. Je pensais te protéger en gardant le silence. Je me suis trompée. De quoi parles-tu, tata? Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs documents. Des photocopies de relevés bancaires, une copie de contrat d'assurance vie, et une lettre manuscrite. L'écriture de papa. Ton père savait qu'il avait des problèmes de cœur, dit-elle doucement. Il savait aussi que ta mère avait des problèmes avec l'argent. Elle a toujours été dépensière, compulsive. Et il savait qu'elle préférait Magali. Il s'inquiétait pour toi, Blandine. Il avait peur que tu sois laissée pour compte. Elle a poussé le contrat d'assurance vie vers moi. Il a souscrit ça 5 ans avant sa mort. En secret. Il versait de petites sommes chaque mois. Le capital d'essai était de 50 000 euros. Je regardais le chiffre. 50 000 euros. C'était une somme énorme pour nous. Regarde le bénéficiaire, a dit Jocelyne. J'ai suivi son doigt. Bénéficiaire désigné, mademoiselle Blandinelle. C'était pour toi, a-t-elle affirmé. Uniquement pour toi. Pour que tu puisses acheter ton appartement ou ouvrir ton propre atelier d'horlogerie. Il m'en avait parlé. Mais je n'ai jamais vu cet argent, ai-je balbutié. Maman a dit que l'assurance ne couvrait pas sa crise cardiaque. Qu'il n'y avait rien. Elle a menti, a craché Jocelyne. Regarde la date du versement. Elle m'a montré un relevé bancaire datant d'1 mois après la mort de papa. Un virement de 50 000 euros arrivant sur le compte joint de mes parents. Mais comment? Si j'étais la bénéficiaire, l'argent aurait dû me revenir directement. Tu te souviens, juste après l'enterrement? A demandé Jocelyne. Ta mère t'a emmené chez ce notaire véreux, un ami de la famille. Elle t'a fait signer une tonne de papiers. Elle disait que c'était pour clôturer les comptes, pour simplifier les démarches administratives. Tu étais en deuil, tu pleurais, tu lui faisais confiance. Un souvenir flou m'est revenu. Le bureau sombre, l'odeur de tabac froid. Maman me tendant stylo après stylo. Signe là, ma chérie, c'est pour que maman puisse payer les obsèques. Signe là, c'est pour la voiture. Tu as signé une procuration générale et une renonciation aux bénéfices directs en faveur du conjoint survivant, sous prétexte de gestion commune, a expliqué Jocelyne. C'était une manipulation légale, mais moralement, c'était du vol. Elle a détourné ton héritage. Je sentais mes mains trembler violemment. Et l'argent? Où est-il? Jocelyne a sorti une dernière feuille. Un relevé de compte de maman, que Jocelyne avait réussi à obtenir je ne sais comment. Elle avait travaillé à la banque de maman par le passé et avait gardé des contacts.
Regarde les débits, 3 mois après la mort de ton père. J'ai lu. 28 000 euros, concessionnaire Peugeot. 15 000 euros, entreprise Rénov Cuisine. 5 000 euros, Club Med agence de voyage. Le monde a tourné autour de moi. La Peugeot 3008 noire. Celle que Magali conduisait. Elle m'avait dit, c'est un cadeau de mon nouveau copain. La cuisine en marbre de maman. Elle m'avait dit, j'ai fait un crédit à la consommation. Elles ont dépensé mon argent, elle chuchotait, la voix brisée. L'argent que papa m'avait laissé pour ma sécurité. Elles l'ont flambé en voiture et en vacances. Et le pire, a ajouté Jocelyne impitoyablement, c'est qu'après avoir tout dépensé, quand les comptes étaient vides, elles sont venues te voir pour te demander de payer l'école des petits. Elles t'ont volé ton héritage et ensuite, elles t'ont taxé ton salaire pour combler les trous. C'était trop. J'ai repoussé la table, manquant de renverser mon café. Une rage noire, pure, absolue, a envahi chaque cellule de mon corps. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la haine. J'ai levé les yeux vers Jocelyne. Je ne pleurais plus. Est-ce que je peux garder ces copies, ai-je demandé. Elles sont à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai serrée si fort que le papier a craqué. Je vais aller déjeuner chez maman, ai-je dit. Il paraît qu'elle fait un rôti ce midi. Je vais apporter le dessert. Jocelyne a souri, un sourire féroce. Vas-y, ma grande. Fais-les payer. Je ne suis pas allée directement chez maman. J'avais besoin de préparer mon coup. J'avais besoin d'être froide, chirurgicale, comme quand je répare un mécanisme de montre endommagé. Une émotion de trop, et le ressort saute. Je suis rentrée chez moi. J'ai scanné tous les documents que Jocelyne m'avait donnés. J'en ai fait plusieurs copies. J'ai surligné en jaune fluo les lignes importantes, le montant de l'assurance, le virement Peugeot, le virement cuisine. J'ai regardé mon compte en banque. Mes économies étaient maigres à cause de ces années de mécénat. Mais je n'étais pas pauvre. Elles, par contre, sans mon aide et avec leurs habitudes de dépenses, elles devaient être au bord du gouffre. J'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp familial Famille Bonheur, quelle ironie. Maman, Magali. Je viens ce soir à 19h. J'ai réfléchi. On doit parler de l'argent et de l'avenir des enfants. J'apporte une solution. La réponse a été immédiate. Maman, ah. Enfin tu retrouves la raison. Je savais que tu ne laisserais pas tomber ta famille. Je fais une blanquette de veau. À ce soir ma chérie. Magali, merci Blandine. Je savais que tu n'étais pas un monstre. Bisous. Elle pensait que j'allais capituler. Elle pensait que je venais avec mon carnet de chèques pour m'excuser et rétablir les virements. Leur arrogance les aveuglait. À 18h50, je me suis garée devant la maison de mon enfance. La Peugeot 3008 de Magali était dans l'allée. Cette voiture. J'ai passé la main sur sa carrosserie brillante. Bonjour, mes 28 000 euros, ai-je murmuré. J'ai sonné. Maman a ouvert, tout sourire, les bras ouverts. Ma fille chérie. Entre. Ça sent bon, non? Elle a essayé de m'embrasser. Je me suis écartée doucement mais fermement. On va s'asseoir au salon d'abord, ai-je dit. Magali était là, sur le canapé, un verre de vin à la main. Elle avait l'air détendue, victorieuse. Serge, mon beau-père, lisait le journal. Alors, a demandé Magali avec un petit sourire suffisant. Tu as remis le virement en place? L'école m'a encore appelé, c'est gênant tu sais. Je suis restée debout. J'ai posé mon sac sur la table basse. J'en ai sorti l'enveloppe Kraft épaisse. Je n'ai pas remis le virement, Magali. Et je ne le remettrai jamais. Le sourire de Magali s'est effacé. Maman a froncé les sourcils. Blandine, tu as dit que tu apportais une solution? J'apporte la vérité. C'est la seule solution qui reste. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai étalé les papiers sur la table basse, par-dessus les magazines de décoration de maman.
Maman, est-ce que tu reconnais ça? J'ai pointé la lettre de papa. Maman a jeté un coup d'œil. Sa peau, déjà pâle, est devenue grise. Elle a reculé d'un pas, portant la main à sa gorge. Où as-tu eu ça? A-t-elle croassé. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a écrit. 50 000 euros. Bénéficiaire, Blandine. Magali s'est penchée, curieuse. De quoi tu parles? Quelle assurance? Maman a dit qu'il n'y avait rien. Maman a menti, Magali, ai-je dit calmement, en savourant chaque mot. Maman a volé mon héritage. Et tu sais ce qu'elle en a fait? J'ai poussé le relevé bancaire vers Magali. Regarde la ligne surlignée. 28 000 euros. Garage Peugeot Sud. La date correspond exactement à la semaine où tu as eu ta nouvelle voiture. Magali a regardé le papier, puis elle a regardé maman. Ses yeux allaient de l'un à l'autre comme une balle de ping-pong. Maman? Tu m'as dit que c'était l'argent de tes économies. Que tu m'avais acheté la voiture pour m'aider. C'était mon argent, ai-je crié soudain, brisant mon calme. C'était l'argent que papa m'avait laissé. Vous roulez dans mon argent. Vous cuisinez dans mon argent. Et vous avez le culot de me traiter d'égoïste parce que je ne veux plus payer l'école en plus? Le silence qui a suivi était assourdissant. Serge a baissé son journal, bouche bée. Il ne savait rien, j'en étais sûre. Il était juste un pion. Maman a commencé à trembler, puis elle a explosé. Mais pas en excuse. En défense agressive. J'ai fait ce qu'il fallait faire, a hurlé maman, son visage déformé par la rage. Je suis la mère. Je décide ce qui est bon pour cette famille. Ton père n'était plus là, il fallait bien gérer. Gérer, ai-je répliqué. Tu appelles ça gérer? Voler une fille pour gâter l'autre? C'est du détournement de fonds, maman. C'est du vol qualifié. Je ne t'ai pas volé, a-t-elle crié. L'argent de la famille appartient à la famille. Magali avait besoin d'une voiture pour ses enfants. Toi, tu avais ta vieille Twingo, ça te suffisait. Tu n'as pas de responsabilité, toi. Donc parce que je suis célibataire, je n'ai pas le droit d'avoir mon héritage? J'étais stupéfaite par sa logique tordue. Magali s'est levée, le visage rouge. Je pensais qu'elle allait m'attaquer, mais elle s'est tournée vers maman. Attends. Tu avais 50 000 euros, a demandé Magali, la voix tremblante. Et quand je t'ai demandé de l'aide pour l'école des petits il y a 3 ans, tu m'as dit que tu étais fauchée? Tu m'as dit d'aller demander à Blandine? Bien sûr, a lâché maman sans réfléchir. Je venais de refaire la cuisine, je n'avais plus de liquidité. Et Blandine a un bon salaire, c'était normal qu'elle participe. Magali a éclaté d'un rire hystérique. C'est incroyable. Tu as pris l'argent destiné à Blandine, tu me l'as donné sous forme de voiture pour que je me sente redevable envers toi, et ensuite tu as forcé Blandine à payer mes factures pour qu'elle se sente coupable? Tu nous as manipulés toutes les deux. Pour la première fois, Magali et moi étions du même côté. Le côté des victimes de Liliane. Vous êtes ingrate, a pleuré maman, se jetant sur le canapé dans une pause dramatique. J'ai tout sacrifié pour vous. Et voilà comment vous me remerciez. Tu n'as rien sacrifié, ai-je dit froidement. Tu as volé un mort. Tu as trahi la volonté de papa. J'ai ramassé mes papiers. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je annoncé. Magali, tu vas vendre cette voiture. Tu vas me rembourser les 28 000 euros. Je m'en fiche comment tu fais. Mais, je ne peux pas, a gémi Magali. Elle ne vaut plus autant maintenant. Alors tu te débrouilles. Et toi, maman? Je me suis tournée vers elle. Je veux les 22 000 euros restants. Tu as la cuisine, tu as tes bijoux. Vends-les. Jamais, a craché maman. Tu n'oseras pas attaquer ta propre mère en justice. Tu crois? J'ai sorti mon téléphone. J'ai déjà consulté un avocat ce matin. Avec ses preuves et le témoignage de tante Jocelyne, c'est une affaire gagnée d'avance. Abus de confiance, faux et usage de faux.
Tu risques de la prison avec sursis, maman. Imagine la honte dans tout Besançon. Le mot honte a fait mouche. Maman vivait pour le regard des autres. L'idée que ses amis du club de bridge sachent qu'elle était une voleuse la terrifiait plus que la prison. Elle s'est effondrée, sanglotant pour de bon cette fois. Serge s'est levé et est sorti de la pièce sans un mot, dégoûté. Je me suis dirigée vers la porte. Magali m'a suivi. Blandine. A-t-elle dit dans le couloir. Elle n'avait plus son air hautain. Elle avait l'air d'une petite fille perdue. Je ne savais pas pour l'assurance. Je te le jure. Je pensais vraiment que maman avait gagné au loto ou un truc comme ça. Je l'ai regardée. Peut-être que tu ne savais pas pour l'assurance. Mais tu savais très bien que tu profitais de moi pour l'école. Tu savais que tu mentais à Stéphane pour garder sa pension. Tu es complice, Magali. Pas du vol, mais du système. Qu'est-ce que je vais faire ? A-t-elle demandé, paniquée. Grandir, ai-je répondu. Il est temps de grandir, grande sœur. Je suis sortie dans la nuit. Je n'avais pas mangé de blanquette de veau, mais je n'avais jamais été aussi rassasiée. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de procédures juridiques froides et de silence familial assourdissant. Je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au procès. La menace du scandale public a suffi. Serge, mon beau-père, a pris les choses en main. Il a forcé maman à hypothéquer une partie de la maison pour me rembourser sa part. Il m'a dit, lors d'un bref appel téléphonique, je ne savais pas qui j'avais épousé. Je suis désolée, Blandine. Tu auras ton argent. Magali a vendu la Peugeot. Elle n'a pas pu me rembourser la totalité des 28 000 €, car la voiture avait décoté, mais elle m'a versé 18 000 €. Pour le reste, nous avons signé une reconnaissance de dette chez le notaire. Elle me versera 200 € par mois pendant des années. C'était symbolique, mais nécessaire. Léo et Chloé ont quitté l'école Saint-François. Ils sont maintenant à l'école publique de leur quartier. Et vous savez quoi ? Ils vont très bien. Ils se sont fait de nouveaux copains. Ils n'ont pas besoin d'uniforme. Le monde ne s'est pas écroulé. Quant à moi, j'ai reçu un virement global de 40 000 €, la part de maman plus la vente de la voiture. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir Papy Raymond. Je lui ai apporté une bouteille de bon vin. C'est fini, papy, lui ai-je dit. Il a souri. Non, ma petite. Ça commence. Il avait raison. J'ai démissionné de mon poste à l'usine. J'aimais l'horlogerie, mais je détestais l'environnement industriel. Avec l'argent de papa, j'ai réalisé mon rêve. Je me suis inscrite à une formation de restauration de montres anciennes en Suisse, à quelques heures de Besançon. C'est un métier d'art, de patience, de respect du passé. Tout ce que j'aime. Je n'ai plus parlé à maman depuis ce soir-là. Elle essaie parfois d'appeler, de jouer la victime, de dire qu'elle est malade. Je ne décroche pas. J'ai appris que l'amour ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Magali m'envoie un SMS une fois par mois avec la preuve de son virement de 200 €. Parfois, elle ajoute une photo des enfants. Je réponds par un emoji poussant l'air. C'est tout. C'est la seule relation que nous pouvons avoir pour l'instant, une relation de créancier à débiteur, propre et sans affect. 6 mois se sont écoulés. Je vis maintenant dans un petit studio près du lac de Neuchâtel pour ma formation. Le week-end, je rentre voir Papy Raymond et tante Jocelyne. Nous formons une nouvelle famille, petite, un peu bancale, mais sincère. L'autre jour, j'étais en train de travailler sur une montre à gousset du 19e siècle. Le mécanisme était grippé, rouillé par le temps et la négligence. Il a fallu des heures pour le démonter, nettoyer chaque pièce, huiler chaque pivot. Quand j'ai remonté le ressort et que le balancier s'est remis à osciller avec ce tic-tac régulier et apaisant, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la Blandine d'avant. Celle qui pensait qu'elle devait payer pour avoir le droit d'exister. Celle qui croyait que son rôle sur Terre était d'être l'éponge des problèmes des autres. J'ai réparé cette montre. Et je me suis réparé moi-même. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Un autre étudiant horloger. Il s'appelle Thomas. La semaine dernière, il m'a invité au restaurant.
Quand l'addition est arrivée, j'ai instinctivement sorti mon portefeuille pour tout payer, par habitude. Il a posé sa main sur la mienne. Range ça, Blandine. C'est moi qui t'invite. Ça me fait plaisir. Tu es sûre? Ai-je demandé, angoissée. Je ne veux pas te devoir quelque chose. Il m'a regardé avec douceur. Tu ne me dois rien. C'est juste un dîner. C'est ça, le partage. J'ai laissé faire. C'était étrange. C'était agréable. C'était normal. Je n'ai plus peur d'être inutile. Je sais maintenant que je suis précieuse, non pas pour ce que je donne, mais pour ce que je suis. Mon histoire touche à sa fin. Je ne sais pas si ma mère changera un jour. Les narcissiques changent rarement. Elle continuera probablement à raconter à qui veut l'entendre que je suis une fille ingrate qui l'a dépouillée. Mais cela ne m'atteint plus. Je connais la vérité. Les papiers sont dans mon coffre-fort. La vérité est mon bouclier. Ma sœur Magali apprend à vivre selon ses moyens. C'est dur pour elle. Elle a dû travailler plus d'heures. Elle a moins de temps pour ses ongles. Mais ses enfants la voient faire des efforts réels, et je pense que c'est la meilleure leçon qu'elle puisse leur donner. Mieux que n'importe quelle école privée payée par une tante fantôme. Si vous retenez une chose de mon histoire, que ce soit ceci, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la réciprocité. Si vous êtes, comme je l'étais, la banque de votre famille, la roue de secours, la personne qu'on appelle seulement quand il y a un problème, arrêtez-vous. Faites le test. Dites non une fois. Juste une fois. Et regardez comment ils réagissent. S'ils acceptent votre non avec compréhension, c'est de l'amour. S'ils explosent, vous culpabilisent, ou vous attaquent comme l'ont fait Magali et ma mère, alors ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation. N'ayez pas peur de couper les ponts. De l'autre côté du pont brûlé, il n'y a pas la solitude. Il y a la liberté. Il y a Papy Raymond. Il y a tante Jocelyne. Il y a des gens comme Thomas. Il y a vous. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien de tout raconter. Et vous? Avez-vous déjà découvert un secret de famille sordide lié à l'argent? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des proches toxiques? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai tous. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux, comme le commentaire de Magali à table m'a ouvert les miens. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Ensemble, nous sommes plus forts face à l'injustice. Prenez soin de vous. Et surtout, gardez votre argent pour ceux qui vous aiment vraiment. Au revoir.